Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter Bruno Lost, qui lui a écrit ce petit bouquin génial, La Grande Bouffe, non, La Grande Surbouffe, ça commence bien, pour en finir avec le gaspillage. À chaque fois, c'est un bonheur de rentrer dans cette bibliothèque, de voir toute cette préparation avec les livres et avec l'exposition aussi. Et nous sommes très heureux d'être là. Et j'espère que vous aussi, vous allez apprécier cette rencontre. Alors, je vous félicite d'être venu parce qu'au moins, vous n'êtes pas dans la surconsommation pré-Noël. Et c'est de cela aussi qu'il s'agit quand on parle de gaspillage alimentaire. Parce que est-ce que vous savez qu'un tiers de notre nourriture est jetée, gaspillée, un tiers. Et avec ça, je parle avec les chiffres de la planète. Et ça pourrait effectivement nourrir le milliard des hommes, des femmes qui meurent de faim dans le monde. Parce que justement, ce que je voulais vous poser comme question, j'ai assisté à une conférence qui disait que la nourriture était en nombre suffisant dans le monde, ce qui manquait, c'était les moyens pour l'acheter. Qu'est-ce que vous en pensez? La pauvreté. On va en discuter après avec Bruno Lost, c'est lui le spécialiste. Moi, je ne fais qu'une introduction à ce débat. Et je vous dis, effectivement, ce qui a même été controversé, c'était le fait qu'il y a un lien entre la pauvreté, la faim dans le monde, et ce que nous, en Europe et en Amérique du Nord, jetons gaspillons comme nourriture. Mais depuis 2008, c'est-à-dire depuis les émeutes de la faim, au Maroc, en Haïti et en Égypte, on fait le lien, c'est évident. Et non seulement qu'on pourrait nourrir les pauvres, mais je veux dire, c'est évident que cette surproductivité et gaspillage ensuite, c'est la planète qui prend un coup. Bruno Lost est non seulement auteur de ce livre, il est aussi consultant en développement durable et président d'une société qui s'appelle Indigo. Je voulais aussi dire que c'est un petit bouquin qui ne dénonce pas seulement un état de fait, mais qui propose des solutions. Des solutions, Bruno Lost parle de cercle territorial vertueuse. Et bon, il va vous en parler. C'est en tout cas sur la base de la proximité, de la solidarité, de la qualité des éléments aliments que nous mangeons et en plus c'est créateur d'emplois. Donc c'est vrai que dans mon métier, on travaille beaucoup avec les collectivités locales sur différents sujets liés à l'environnement, au développement durable, dont celui de la réduction des déchets. Donc ces déchets qui sont un peu la face sombre de notre société, comme le gaspillage. On va faire aujourd'hui un peu un petit voyage dans un côté, je dirais, dans l'envers un peu de ce qui brille, de ce qu'on voit dans les magasins, de ce qu'on voit dans les images tous les jours, mais c'est aussi à travers cette face obscure ou moins connue, en tout cas de la société, qu'on comprend sans doute mieux qu'on peut comprendre mieux comment elle fonctionne. Donc cette analyse sur le terrain, de voir ces quantités de nourriture que l'on retrouvait dans les poubelles sans arrêt, quand on faisait des échantillonnages, quand on essayait de regarder sur quoi on pouvait travailler pour améliorer les choses. Ça, c'était le premier point. Après, moi, effectivement, il y a eu cette découverte de Tristram Stuart et la rencontre de cet homme qui est quelqu'un d'extraordinaire, effectivement, hein, qui a une capacité à mobiliser les gens et à faire prendre conscience, en plus d'une manière assez joyeuse. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant pour les Français qui des fois sont, on va dire, ont du mal, je ne généraliserai pas, mais sont plus souvent dans des choses... il faut être sérieux pour lutter contre. Les Anglais, ils savent aussi se dire on peut le faire plutôt dans la joie de manière conviviale, tout en étant aussi fort, si ce n'est plus. C'est pas forcément triste, quoi. Le combat n'est pas forcément triste. Et ça, je trouve. Donc cette idée de faire des banquets, donc
en prenant de la nourriture qui normalement est une nourriture de rebut et de montrer qu'on pouvait la consommer, qu'elle était bonne et qu'en plus qu'on pouvait l'offrir gratuitement à des gens dans la rue, c'est une manière de mettre un sujet sur la place publique, c'est une manière sympathique de le mettre sur la place publique. Voilà. Donc ça, donc cette rencontre, pour moi, oui. Juste pour ajouter, je crois qu'il a fait vraiment avec les légumes et les fruits. Hein. C'est ça, en fait, ils sont mis au rebut. Donc ce qui a été fait à Paris, donc c'était effectivement à partir de, c'était un grand curry, donc à partir de légumes qui n'étaient pas commercialisables parce que c'était des légumes qui étaient tordus. Alors on y reviendra peut-être par la suite. Donc, mais aujourd'hui, si vous voulez, dans le système des supermarchés, mais je dirais même des marchés, en tout cas de la distribution de légumes et de fruits en France, les légumes doivent correspondre à des calibres, les légumes et les fruits, hein, c'est-à-dire c'est des formes. Un concombre doit être rectiligne, une pomme doit être ronde, etc. etc. Une carotte ne doit pas être fourchue. Et donc très vite, il y a, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, je dirais, dans la culture, il y a quand même une certaine diversité qui existe. Et là, on touche à un élément qui, je pense, est un élément de fond, hein, du dysfonctionnement, ou en tout cas des aberrations dans lesquelles on a poussé notre système de production alimentaire depuis quelques dizaines d'années. On l'a calqué un petit peu sur l'industrie mécanique. Et on a voulu faire de l'agroalimentaire comme on fait des automobiles. Le problème, c'est que pour faire des automobiles, vous pouvez faire des pièces qui ont toutes la même forme, la même matière, le même calibre, etc. Il y a un peu de rebut, mais je dirais on arrive à avoir des choses qui sont très standardisées. Pourquoi le consommateur a été formaté, justement? Alors, avant le formatage, alors, si vous voulez, c'est même plus compliqué que ça, parce que y a la question, c'est que l'industrie de transformation, elle a besoin d'avoir des produits qui sont calibrés. Donc pour pouvoir passer dans les machines, globalement, elle a cherché à avoir des fruits et des légumes qui correspondaient à des standards, déjà, sur la partie transformation. Mais après, derrière, on a été plus loin que le fait des standards pour les machines, je dirais, qui permettent d'avoir des bons rendements. Un exemple, c'est les pommes de terre, par exemple. Donc pour faire des frites, puisque les pommes de terre, on en fait essentiellement des frites, des chips et tout ce genre de choses, on passe dans des machines pour les peler, et les pommes de terre qui sont tordues, etc. Il y a une part très très importante qui est jetée. C'est par exemple les pommes de terre, c'est un des éléments en France sur lequel on a le plus de gaspillage. C'est essentiellement lié à la question de la différence de forme des pommes de terre qui doivent aller dans des machines qui doivent calibrer derrière, quoi. Donc on essaie de partir dans une vision très mécaniste de la transformation des produits agricoles, alors qu'en fait, à la base, on a une variété qui est incontournable. On a beau essayer de faire des tomates, effectivement, on travaille sur la génétique et sur la sélection pour arriver à avoir des tomates qui ont des peaux épaisses pour pouvoir voyager sans trop de casse, etc. Malgré ça, je dirais, il y a quand même la différence de forme fait partie de la variété naturelle. Je voulais parler de quelque chose qui est d'actualité sur les poulets doux. Alors j'ai entendu sur les poulets doux que c'était des poulets élevés en batterie. Bon, donc des poulets bas de gamme, basse consommation. Puis après, on nous dit ils sont 80% pour l'export. L'export vers où? Vers l'Arabie Saoudite. Alors je me suis posé la question, comment ces gens qui ont plein de pétrole, qui sont du fric, on va plus savoir quoi en faire, consomment du poulet bas de gamme. Et là, ça a tilté, c'est que ces pays-là n'ont pas de main-d'œuvre, ils vont chercher la main-d'œuvre au Pakistan et en Inde, donc là ils ont de la main-d'œuvre à bon marché et ils leur donnent de la bouffe de mauvaise qualité. Alors est-ce que mon raisonnement est juste ou pas? Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, Doux, qui n'est plus compétitif dans les produits bas de gamme, se retrouve avec, effectivement, on a viré 1000 personnes et les autres, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Est-ce que c'est un bon exemple? Oui, je pense que c'est un bon exemple, et la question de la Bretagne en ce moment, c'est un excellent exemple de tout ça. On est sur des systèmes, la Bretagne a monté des systèmes complètement hors sol. C'est-à-dire qu'en fait, cette production intensive, en plus bas de gamme, je dirais, de poulet et de porc, elle se fait à partir d'importations massives de soja, donc en sachant que c'est essentiellement du soja qui vient d'Amérique du Sud. Donc j'ai pas eu le temps de parler... le temps était court, mais la question des conséquences du gaspillage, elles sont extrêmement fortes, hein, et en particulier, il y a un effet sur les sols, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une prédation sur les sols qui est énorme, et en particulier en Amérique du Sud, la forêt régresse sous l'influence de l'extension des cultures de soja, qui elles-mêmes poussent les territoires de prairies pour l'élevage, qui poussent sur la forêt, et donc on détruit la forêt amazonienne,
au final, pour pouvoir produire du porc ou du poulet en Bretagne. Moi, c'est une autre constatation, c'est sur les dates de péremption. Des produits comme les yaourts, qui sont facilement consommables encore 8 ou 15 jours après la date qui est indiquée. Je trouve ça aberrant. Il y a deux questions de fond par rapport à ce que vous dites. Hein. C'est la question des dates et la question de savoir est-ce qu'on a besoin d'avoir forcément des dates pour savoir si un produit est bon à manger ou pas. Voilà. Et je trouve que sur cette question, on a perdu la confiance qu'on a en nous. Je dirais, tous les êtres vivants, un animal, globalement, il va, si la nourriture est mauvaise, globalement, il va la renifler, il ne la mangera pas. Alors, la majorité des cas, je dirais. Et les êtres humains, je veux dire, on a cette capacité qu'on a perdue. On a perdu cette confiance en nous. D'une part, je trouve qu'on a perdu cette capacité, et je trouve que c'est bien d'y revenir aussi à un moment donné. Et de se dire, ce produit, bon, peut-être qu'il est dans le frigo depuis un certain temps, il est bon ou mauvais, je regarde son aspect, je le sens, je le goûte, je le tâte, je sais pas, voilà. Bon. Donc là aussi, je veux dire, retrouvons un peu cette autonomie, cette capacité d'autonomie qu'on a en nous et qu'on nous a fait perdre, qu'on a perdu aussi, je sais pas, voilà. Comment une pomme venant du Chili, transportée jusqu'ici, et donc amenée par avion, on sait le coût du kérosène. Comment une pomme du Chili peut être moins chère que la pomme que le voisin a dans son jardin? Ça peut être, on peut parler du gigot d'agneau venant de Nouvelle-Zélande qui plus est arrive congelé. On sait que la congélation c'est une des solutions les plus chères de conservation. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Il y a le fait que de toute façon dans les produits agricoles, la question de la main-d'œuvre, le prix de la main-d'œuvre est énorme. Donc un mode de production qui va demander de la main-d'œuvre ou pas de main-d'œuvre, déjà, bon, si on parle de l'agneau néo-zélandais par exemple, c'est vrai que là-bas on a des cultures, on a de l'élevage extensif, donc qui demande très très peu de personnes pour s'en occuper, là, sur des terres qui sont très riches. Donc c'est vrai qu'il y a très peu de personnes pour arriver à sortir beaucoup de viande, si vous voulez. Donc déjà le rapport du coût de main-d'œuvre par rapport au produit est extrêmement faible. Soit les conditions de production sont différentes, soit les prix de la main-d'œuvre. Et là, on l'a pour les pommes, là aussi, je pense qu'on a sans doute cette question. Hein, je n'ai pas regardé le détail sur le pays d'origine dont vous parlez, mais il suffit de regarder, par exemple, en ce moment, il y a des questions qui concernent on parle beaucoup de la comparaison entre l'Allemagne et la France en ce moment, avec le potentiel salaire minimum qui va être instauré en Allemagne. Par exemple, les producteurs français aujourd'hui de pommes souffrent énormément de la production de pommes en Allemagne parce qu'en fait on a un différentiel de 1 à 2 en termes de main-d'œuvre. C'est-à-dire que les personnes qui viennent travailler sur les vergers en Allemagne sont des personnes qui viennent d'Europe de l'Est, qui sont payées à 4 euros, 3 euros ou même 2,50 euros, je crois, de l'heure, 3 fois moins qu'en France. Les haricots verts, eh ben, on en trouve difficilement qui viennent de France. Et la plupart du temps, si on regarde attentivement, on les trouve du Kenya. Donc, est-ce que il y a des parts de culture vivrière qui disparaissent? Est-ce que c'est parce que c'était cher? Après, on est quand même on a une période de culture qui est extrêmement réduite sur les haricots verts. Peut-être que c'est ça. C'est quelques semaines. Voilà. Donc, on est aujourd'hui dans des modèles où de toute façon les consommateurs veulent avoir les produits toute l'année. Et là, on parlait c'est quelque chose que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, mais c'est effectivement la question de la déconnexion complète aujourd'hui entre le consommateur et les modes de production. On a perdu la compréhension de comment des saisons et ce que c'était que les fruits que produire un fruit, un légume, un animal, etc. Donc on a perdu la saisonnalité et on a perdu la complexité et la difficulté que pouvait être d'amener à maturité des produits. Et ça, effectivement, derrière, on se retrouve avec ce besoin d'avoir le même produit pendant 12 mois sur 12. Donc là, forcément, on est obligé d'aller de l'autre côté de la planète pour être désaisonnalisé entre les hivers et les étés. L'autre jour, j'étais assez effrayée. Les restos du cœur, c'est très bien. Bien sûr, c'est très bien. Mais je voyais que dans les restos du cœur, ils distribuent des boîtes, énormément, des boîtes de conserve, et aux jeunes mamans, des petits pots. Et en nous expliquant, il faut beaucoup donner d'argent au resto du cœur, parce que vous voyez, les petits pots, c'est très cher. Eh bien, moi, je trouve qu'il faudrait mieux apprendre à ces jeunes mamans à faire de la nourriture pour bébé en dehors des petits pots, ça revient moins cher. En plus, les petits pots, ça fait du gâchis de verre et tout. Alors,
Il y a une campagne qui est menée par le gouvernement aujourd'hui, le ministère de l'Alimentation, contre le gaspillage. Personne n'en a entendu parler, je pense. Vous avez vu, il y a eu quelques affiches, quelques spots, etc. Bon, après, moi je pense qu'il ne faut pas rêver par rapport à la question de la publicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, même si on mettait des sommes considérées comme fortes là-dedans, par rapport au poids de la publicité qui est là pour faire consommer les produits, de toute façon, ça serait une goutte d'eau dedans. Donc de toute façon, je pense que là-dessus, le combat, il est perdu d'avance. La publicité, c'est 500 milliards d'euros par an sur la planète. Je crois que toi, on doit être à 30 milliards en France. C'est bon. De toute façon, je crois qu'on ne peut pas jouer dans les mêmes catégories. Donc de toute façon, là-dessus, bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choses quand même, mais je pense que c'est en trouvant d'autres lieux qu'on arrivera peut-être à sensibiliser des personnes qui sont sous l'emprise de cette publicité. L'autre question qui était par rapport à la question, vous parlez d'éducation, la question des produits préparés ou pas préparés. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a en 2 générations, il y a une perte de savoir-faire sur la préparation culinaire qui est énorme. Et aujourd'hui, c'est les personnes qui sont socialement les plus défavorisées, qui sont les plus incultes, entre guillemets, hein, en termes de cuisine et d'économie domestique. Parce que la question, c'est savoir quel produit acheter, quelle quantité par rapport aux besoins de la famille, comment on cuisine, etc. Comment on conserve, comment on utilise des restes. Et aujourd'hui, c'est des savoir-faire qui sont perdus. Alors du coup, comme vous avez bien étudié le problème, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Aller vers les politiques, leur demander quelque chose, ou des choses plus personnelles, mais quelles sont les solutions finalement que vous proposez? C'est l'histoire des cercles. Il y a ce qu'on peut faire donc déjà à la maison, c'est chez vous. Déjà, vous posez un peu des questions sur son. Bon, mais je pense que vous êtes très motivé, vous avez déjà vu plein de choses en place. Donc qu'est-ce qu'on peut faire déjà à ce niveau-là? Après, on élargit. Je sais pas, vous avez des enfants à l'école, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une commission comme restauration scolaire? Comment ça se passe? Comment sont nourris les enfants? Dans ma commune, là, par exemple, on va démarrer une action sur le gaspillage et à l'école, au mois de janvier, les enfants ils vont peser tout ce qui est jeté le midi pour regarder ce qu'il y a dedans, etc. Bon, ça c'est. On peut agir dans les écoles, vous pouvez aller voir vos élus locaux pour les pousser à faire des choses autour de ça. Si vous avez des producteurs de proximité, des AMAP, des producteurs, etc., qui les vendent, peut-être aller chez eux, aller acheter chez eux et populariser. Je pense que à un moment donné, c'est aussi tout autour de nous, à partir aux différents endroits où on peut être en contact, comment on peut arriver à mettre en œuvre. Hein. Je crois que chacun a une capacité d'action avec des cercles qui sont différents pour chacun, mais je pense qu'on peut faire des choses. Après, il y a peut-être des choses plus fortes en termes de changement politique, mais vous savez, moi je suis assez sceptique en ce moment. Je pense que les grands changements politiques nationaux sont aujourd'hui, tout est bloqué au niveau national dans beaucoup de pays. Donc moi je pense que ça risque d'être plutôt, les changements viendront plutôt par les territoires, par le bas, donc à l'échelle d'agglomérations, de pays, de régions. Donc je pense que c'est là où je pense que c'est plutôt par là que les choses changeront.